ici au Grand Palais dans le cadre de l'exposition Solutions COP21. Je suis avec monsieur Stéphane Poufari, directeur général, fondateur et président d'honneur de l'association Énergie 2050, et avec madame Danielle Folmy, qui est la responsable du programme Sage de l'Humanité. Nous sommes ici pour le lancement de l'initiative Le Futur que nous faisons. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette initiative ? Alors, Le Futur que nous faisons est une initiative qu'on a voulu lancer ici aujourd'hui à la COP 21 et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu. Peut-être d'abord on va vous parler des deux fondateurs de cette initiative. L'association Énergie 2050 est une association qui a été créée pour travailler sur la logique du développement d'une manière transversale et parce qu'on pense que le sectoriel n'a pas donné finalement les résultats attendus. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut combiner les talents, combiner les sujets, parler des villes, mais aussi du bâtiment, du genre, de l'énergie, d'une manière globale et systémique. Et aujourd'hui, on met en place des projets dans une 50aine de pays, sachant qu'on travaille évidemment sur des villes avec la francophonie, on travaille sur le changement climatique dans le cadre des négociations climat, et tout ça pour donner un sens au développement, pour inscrire dans l'émotion le développement, mais pas dans l'émotion superficielle qui va donner lieu à quelques instants d'intérêt dans la vie d'un individu, et peut-être pour réancrer, se réapproprier le développement au sein finalement de nos valeurs fondamentales, pour donner un sens à tout ça et faire en sorte que dès lors qu'on va se sentir concerné par l'autre, on va essayer de mettre en place des choses concrètes, des projets concrets, qu'il s'agisse du bâtiment, des villes, de l'énergie ou d'autres activités, de manière à dans la durée inscrire des projets mesurables qui vont témoigner des possibles et démultiplier les moyens d'agir. D'accord, merci beaucoup. Peut-être Danielle, une rapide présentation de ce que vous faites et de votre parcours. Très volontiers. Les sagesses, on pense habituellement que c'est un volume empoussiéré, décoratif qu'on laisse dans une bibliothèque. En fait, les sagesses ont un côté très très pratique. Et si vous voulez bien, je vous raconte comment je suis tombée dans les sagesses. Quand mes enfants adoptifs m'ont demandé que veut dire être tibétain, que signifie être bouddhiste, eh bien, je me suis mise à la place d'un parent qui éduquerait à l'autre bout du monde et je me suis demandé selon quelle valeur, selon quel repère il éduquerait. Et ainsi est né le livre Offrande, 365 messages de maîtres tibétains. Et au fur et à mesure, en tournant les pages, au fur et à mesure de citations et de photos, comme un livre de pratique, on rentre dans l'esprit de la culture himalayenne et on découvre l'âme tibétaine. On suivit ensuite 6 livres qui nous ont fait partager le patrimoine philosophique et spirituel de l'humanité. Ces livres ont eu beaucoup de succès parce qu'ils répondaient à une demande du public qui se demandait justement, qui avait envie d'aller en profondeur et savoir quel était le sens et les valeurs de certaines cultures. Et les livres ont eu un succès, 1,5 million d'exemplaires qui ont été traduits en 8 langues. Et actuellement, on a le plaisir de pouvoir continuer cette aventure avec Énergie 2050. Oui, merci. Justement, là, on voit un peu que dans les deux cas, on a un peu cette vision humaniste. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu des projets, peut-être mettre en avant les projets concrets d'Énergie 2050 pour qu'on voit un peu dans quel contexte va s'inscrire cette nouvelle initiative ? Alors, tout à fait. Alors, le futur que nous faisons est un titre volontairement provoquant. Et pourquoi ce titre est arrivé ? Ce titre est arrivé dans le cadre de l'après Rio + 20. Vous vous souvenez, il y a quelques années, 2-3 ans, on était tous à Rio pour faire la suite, le bilan des 20 premières années du développement durable et en tous les cas de cet grand engagement collectif qui voulait écrire un futur différent. Et finalement, pour ceux qui étaient, et on en faisait partie, évidemment, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes, non seulement le résultat proprement dit de la réunion, mais aussi finalement ce bilan de l'humanité. Et nous, on a dit, il faut qu'on arrête d'écrire le futur que nous voulons, qui est le document qui est sorti de Rio + 20. Et on a décidé d'écrire un manifeste qui s'appelle Le Futur que nous faisons, qui est beaucoup plus tourné pour ce lien, ces traits d'union qu'on aime à conjuguer au pluriel. Et finalement, la rencontre avec Daniel a été toute naturelle, puisque nous avons aussi ce croisement de projets très techniques, très politiques, mais aussi très citoyens. Et puis avec l'aspiration qui va bien au-delà du spirituel, qui va tout simplement sur des valeurs universelles de comportement et de regard de l'autre, finalement, on a décidé de continuer l'aventure ensemble et de créer cette initiative, Le Futur que nous faisons,
Alors aujourd'hui, on le fait en français parce qu'on est ici, là, en train de parler avec vous en français. Mais comme d'autres initiatives, Agitataire ou d'autres, elle sera conjuguée, j'ai envie de dire, au maximum de langues avec l'appropriation du local, et elle sera conjuguée par les gens qui voudront bien la porter. Et cette initiative, dont on va vous représenter ensuite l'essence même, elle a pour objet d'associer à la fois des conférences, des publications, de l'émotion par les photos, de manière à ce que chacun puisse se réapproprier cette envie de l'autre. Et vraiment, c'est le mot essentiel, cette envie de l'autre, mais sur un terrain partagé de valeurs. D'accord, merci beaucoup. Justement, Daniel, avant cette interview, vous me parliez un peu de l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur soi. Et je crois qu'au-delà de votre projet, vous mettez également en œuvre des actions concrètes par votre passé, mais également en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, peut-être ? Oui, tout à fait. Je crois que s'il fallait résumer les sagesses en un mot, en fin de compte, c'est la relation bien comprise avec soi, avec les autres et avec tout ce qui vous environne. En notre période de crise, la crise la plus grave, elle est sans aucun doute la crise de la relation. Et pour sortir de cette crise, c'est l'humanité qui doit changer. Et elle doit penser tout ce qui nous unit, elle doit tenir en compte ce qui est interdépendant et elle doit opter pour l'ouverture, pour la fluidité. Et cette réflexion-là, elle doit être intégrée dans tout ce qui est pratique, parce que la réflexion, les paroles et l'écriture ne suffisent pas, comme dit le philosophe Pierre Hadot. Il faut aussi passer à une action concrète, communautaire et sociale. Sinon, ce n'est pas une sagesse. Et on a travaillé dans cette collection Sagesse de l'Humanité, nous avons fondé une association qui s'est occupée de l'éducation en Himalaya. Et en suivant tous les livres, le parcours de notre travail de sagesse de l'humanité, dans chaque continent, nous avons travaillé toujours dans la réflexion, appuyer cette réflexion de sagesse et l'adapter à un projet. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est de pouvoir le faire maintenant avec 2050, lui donner plus d'ampleur, aller plus loin et ensemble, dans cette ouverture, laissons la place à l'inattendu qui nous fera aller encore plus loin. D'accord, merci beaucoup. Justement, peut-être qu'on va parler sur cette initiative et également sur le contexte, parce qu'on sait que 2015 a été une année clé avec le lancement des objectifs du développement durable et avec cette conférence climat, la COP21, qui a eu lieu en ce moment même à Paris. Est-ce que Stéphane, vous pouvez nous parler un peu de ce contexte et pourquoi justement cette initiative s'inscrit dans cette... Cette initiative, très clairement, s'inscrit dans le bouquet des solutions auxquelles on doit adhérer et qui finalement est l'opportunité de cette COP. Cette conférence climat n'est pas simplement pour un accord, mais c'est le défi de la mise en œuvre qui va être là devant nous demain et qui se traduira par la conférence climat à Marrakech l'année prochaine. Et là, très clairement, par rapport à l'initiative, ça fait partie des solutions. Alors des solutions de quoi ? Comme le disait Daniel, de créer ces passerelles. Alors très concrètement, on va organiser dès 2016 une série de conférences adossées à des expositions et adossées à des publications sur des sujets qui sont exactement au cœur de l'agenda ici de Paris, c'est-à-dire sur des sujets qui vont être ces sagesses mais conjuguées dans nos quotidiens, par rapport à l'énergie, par rapport à nos villes, par rapport aussi à notre envie d'un futur différent, par rapport à la solidarité, par rapport aux mécanismes peut-être financiers, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve volontairement dans une initiative qui veut ramener de l'humain, qui veut donner un message bien au-delà de ces chiffres qu'on va devoir manipuler pour essayer d'avoir une issue positive avec un agenda contraint sous ces conséquences climatiques un peu chaotiques qui s'annoncent. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui l'annoncer ici en tant que solution par rapport à ce qu'on doit tous mettre ensemble en place. Et peut-être qu'on aura, espérons-le, un succès encore plus inattendu, pour reprendre tes mots, avec plusieurs dizaines de millions et pourquoi pas une grande partie de l'humanité qui pourrait se sentir propriétaire de ces phrases et de ces images et pourquoi pas de cette envie d'agir en solidarité. Je répète, plus de 750 000 sur le site change.org va permettre bientôt... J'aimerais juste dire que l'homme n'est pas humain parce qu'il fait partie de l'espèce humaine. L'humanité se réalise parce que les Grecs appellent la philanthropie, qui est la disposition à partager ce monde avec d'autres hommes, avec d'autres êtres vivants et avec
quand nous disons nous, ce sont nous les vivants, nous les non-vivants. Il faut intégrer les océans, l'atmosphère, et c'est ce nous qui nous fait comprendre la Terre comme un refuge, la Terre comme une communauté. C'est l'idée de base de l'écologie. Et de tous les peuples premiers qu'on retrouve dans la Pachamama, qu'on retrouve dans les Védas, et qui va nous faire retrouver les liens avec notre nous profond. D'avoir une chambre de froid pour stocker la nourriture. On comprend que cette initiative a donc un très fort lien à l'homme et à la nature et à l'environnement en général, mais avec une approche un peu globale, un peu systémique de tous ces enjeux. Ma question, ce serait plus maintenant, comment vous voyez la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui ne connaît pas le projet, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite de ce projet? Comment vous voyez ça? Alors, ce projet-là, comme je l'ai un peu dit, mais on va le faire beaucoup plus fortement, on veut associer des villes, très concrètement, qui vont s'emparer du projet. On veut associer bien sûr les philanthropes et puis aussi les humanistes et puis pourquoi pas très clairement les opérationnels, ceux qui ont les mains, ce que nous on appelle à dire le cambouis, qui mettent des projets, pour qu'ils se rappellent que tout ce que nous faisons dans ce genre d'initiative et même dans nos vies respectives et ici aussi bien sûr à la COP n'a de sens que si on n'oublie pas l'objectif global. C'est que cette petite planète, elle a des ressources limitées, on est confronté à des défis majeurs, pas simplement le changement climatique qui n'est pas une fatalité, qui est juste la conséquence de nos dysfonctionnements respectifs. Et aujourd'hui, ce bouquet de solutions n'a de sens que s'il est conjugué à plusieurs. Et donc on va chercher très rapidement, et on a déjà des contacts avec des villes qui peuvent être, alors pas obligatoirement des grandes, on voudra une mixité de villes parce que évidemment on ne s'est pas résigné à ne considérer que des grandes villes. On espère aussi qu'elles pourraient être réappropriées ailleurs. Mais très clairement, comme le disait Daniel, on va essayer de trouver un bouquet de partenaires pour mettre en œuvre ce projet, ce programme. Alors, on ne veut pas rester, et je vais volontairement prendre le mot, dans une forme de spiritualité qui pourrait être comprise avec, j'ai envie de dire, une distance, pourquoi pas, avec ces actes. La spiritualité est très clairement aussi un questionnement par rapport à notre devenir collectif. Et donc, pour nous, on veut croiser tous ces bouquets d'influence pour que finalement, chacun s'y retrouve. Parce que cette pluralité de l'humanité n'a de sens que si elle est conjuguée au pluriel. Donc du coup, on va faire des conférences, on va avoir des villes parrains, on a déjà des personnes intéressées, on va bénéficier bien sûr du côté humaniste de cette merveilleuse collection Sagesse, et puis aussi d'un autre côté des projets dans les 50 pays où Énergie 2050 a ses partenaires. D'accord, merci beaucoup. Peut-être Daniel, votre réflexion sur ce... Je voulais juste dire que la spiritualité, c'est quelque chose, elle offre une réponse aux problèmes quotidiens et elle est aussi une réponse pratique. Elle se résume en 2 règles que l'on trouve depuis tous les temps, dans toutes les cultures, et qui est « connais-toi à toi-même et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Elle se résume à penser et à aimer, à s'exprimer et à s'accomplir. Et c'est à travers cette réflexion que l'on voudrait, ensemble avec d'autres cultures, dans d'autres projets, avancer avec cette grille-là. D'accord, merci beaucoup. Peut-être sur les actions, parce que est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement les synergies que vous avez trouvées avec Énergie 2050, donc comment ça a apporté aussi votre projet, tout comme ça porte celui d'Énergie 2050, et également insister un peu sur vos actions concrètes, parce que je crois que vous avez une association, peut-être nous en parler, parce que je crois que ça s'inscrit aussi un peu dans la vision d'Énergie 2050 du développement. Le principe est toujours de partir de quelque chose qu'on a profondément envie de faire, une volonté d'action. Et ensuite, il y a un peu, je pense à un proverbe latino-américain qui dit « c'est l'élan et puis après c'est parti ». C'est parti quelque part dans un mariage, dans l'amour. On ne calcule pas exactement ce qui va se passer dans le futur. Mais 2 exigences dans la relation, c'est être dans le vrai, dans la sincérité et dans la réciprocité. C'est-à-dire dans le respect de l'autre. Se connaître dans l'acte de non-violence, c'est être capable de ne pas faire du tort et être capable de se connaître. Et puis, avec l'autre, à l'écoute de l'autre, dans la solidarité, dans la justice, on arrive toujours à quelque chose de beaucoup plus fort. C'est comme ça que se sont faites les civilisations, c'est toujours par la réunion de 2 autres. D'accord, je vous remercie. Et
Juste par rapport aux actions concrètes, parce qu'on en parlait un petit peu avant, et j'ai essayé d'insister parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de concret, d'actions concrètes qui nous font avancer. Et c'était assez intéressant ce que vous me disiez sur votre association, donc j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Je te remercie, Guillaume. Nous avons créé une association qui était pour aider des enfants à aller à l'école en Himalaya. C'était au départ des enfants du royaume du Zanskar, dans les vallées reculées de l'Himalaya, où il n'y avait pas d'école. Et ces enfants, on les a fait marcher à travers un fleuve gelé de 150 km pour arriver sur un fleuve gelé, pour arriver à la première école qui se retrouvait au Ladakh. Nous avons mis ainsi plusieurs enfants à l'école et nous avons aidé des écoles à se développer en Himalaya. L'esprit de cette association, elle s'appelle HOPE, Human Organization for People and Education, et comprendre toujours que l'éducation, elle est au sens large. Pour qu'un enfant puisse aller à l'école, il faut qu'il soit en bonne santé. Pour qu'un enfant puisse aller à l'école, il faut qu'il soit dans un cadre qui l'aide à étudier. Je lisais encore dernièrement que les enfants dénutris n'arrivent pas à développer intellectuellement. Donc c'est créer cette relation, le cerveau, l'activité du cerveau, le développement du cerveau, il est lié à une interaction entre soi et tout ce qu'il y a autour de soi. Et nous, dans ces associations, on crée cette ouverture pour que l'enfant puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ça l'idée, c'est donner le meilleur de lui-même, aller à l'autre pour l'aider à donner dont il est capable. Il y a, comme disent les Asiatiques, quand ils disent bonjour en disant « je salue la divinité qui est en toi » ou alors quand c'est un bouddhiste, « je salue le Bouddha qui est en toi ». Et bien dans toute réflexion, dans tout ce qu'on fait avec un autre, c'est avoir le respect de ce que l'autre pense. Et Darwin disait, je ne pourrais pas le reprendre exactement, mais on a cette tendance, quand on voit quelqu'un qui n'est pas habillé de la même façon, qui n'a pas les mêmes coutumes que nous, on ne le considère pas. On ne considère pas les autres comme semblables. Mais à partir du moment où on le considère comme semblable, on n'est plus dans la peur, on n'a plus peur de ce qui nous dérange et on est capable d'aller à une rencontre réellement de l'autre. D'accord, merci. Toujours ces principes d'ouverture et justement de lien entre la sagesse, c'est le lien bien compris, la relation bien comprise à soi, aux autres et à l'environnement. Le lien à la nature, le lien aux sociétés et le lien déjà avec soi-même. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Là, on a un message d'espoir finalement. Un message positif, un message même optimiste sur l'humanité qui est un peu à contre-pied de ce qu'on entend actuellement et ce qui se passe aussi dans la société. Juste par rapport justement à ce contexte et comment vous voyez les choses et comment le projet va s'inscrire, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision de ce qui va se passer et de l'intérêt de ce projet justement par rapport à ce processus? Alors, ce qui va se passer ici à Paris, très clairement, on est tous préoccupés parce qu'on sait très bien que cet accord ambitieux, réaliste et puis équitable, basé sur les réalités nationales, donc qui reprend un peu cette inscription dans du quotidien des gens qui sont ici et ailleurs, évidemment on sait bien que l'accord de Paris risque d'être complexe et de très fort malheureusement ne pas répondre aux ambitions. Ceci étant dit, ce n'est pas une fatalité. Et je crois que cet espoir qu'on essaye nous aussi de communiquer au travers de projets concrets, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est seuls les possibles avec un S et les projets concrets qui peuvent témoigner que finalement nos trajectoires peuvent être modifiées. Parce qu'évidemment, si on reste sur du global avec des chiffres particulièrement alarmants, évidemment, ça peut prêter à une espèce de fatalité, de lourdeur, voire un sentiment d'impuissance. Mais je voudrais quand même faire une petite connexion sur un fait scientifique qui va nous parler de sagesse à nouveau. Aujourd'hui, prenons l'exemple de l'énergie. L'énergie, on a trouvé et on trouve de plus en plus des énergies fossiles. On n'est plus confronté à une rareté, on est confronté à une relative période d'abondance, pour une période plus ou moins longue, mais qui plaide pour un fait scientifique. Le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le changement climatique, nous explique que nous allons devoir laisser les 2/3 des ressources fossiles trouvées sous terre. Ce qui veut dire, dit en autres mots, en mots énergie 2050 et sagesse, qu'il va falloir qu'on apprenne le principe de la bienveillance vis-à-vis de la planète, parce que si par mégarde nous utilisions ces 2/3 d'énergie fossile disponible, eh bien nous serions dans un scénario
climatique catastrophique. Donc on voit bien qu'au-delà des faits scientifiques, on va devoir se plonger dans cette proximité de notre envie de partager d'un futur commun, parce que sinon nos discours resteront simplement des discours et ne pourront pas être mis en œuvre. Donc ce projet, de notre point de vue à Énergie 2050, est tout simplement la prolongation de choses extrêmement concrètes, de ces projets quotidiens que chacun ici essaie de mettre en place et qui doivent s'inscrire dans un plus large. Et nous, on est contre, par exemple, la phrase de dire on doit penser global et agir local. Nous, on préfère dire on doit penser local en faisant quelque chose de plus bienveillant possible, de plus systémique possible, de plus inclusif possible. Et dès lors qu'on a déjà fait cette ouverture dans notre proximité, on a une espèce d'appétence et d'ouverture quasi naturelle à regarder la réalité de l'autre. Et dès lors qu'on a fait ce chemin, bien évidemment, cette espèce de grande aventure peut se conjuguer. Parce que le sujet d'ici sera le sujet différent, selon d'où il est traité. Et cette envie d'agir, sagesse et Énergie 2050, via le projet, le futur que nous faisons, c'est tout simplement écrire cette feuille de route et offrir à d'autres l'opportunité de se l'approprier, très clairement, et de la décliner chez eux. D'accord, je vous remercie. Justement, on a eu cette présentation, vous parliez du local, du global. Ce projet, il vise surtout à remettre le citoyen, en fait, l'individu, au cœur des enjeux, que ça ne se passe pas juste dans des négociations internationales qui semblent un peu détachées des réalités quotidiennes, et donc replacer l'individu au centre de tout ça et qui se sentent concernés et qui s'impliquent également dans cette transition. Est-ce que, Daniel, vous pouvez nous expliquer un peu l'organisation de vos livres, puisqu'on n'en a pas trop parlé, justement de sagesse de l'humanité. Comment vous réussissez à toucher l'individu et à l'impliquer justement dans ces thématiques avec... Chaque livre est une thèse en fait et a été travaillé avec des personnes qui ont travaillé et qui ont étudié toute une vie ce qu'était leur culture. Et en Amérique latine, par exemple, ce sont des personnes exilées, c'est souvent des prix Nobel de la littérature, pour qui la culture leur a manqué, leur culture leur a manqué, et plus que jamais ont eu besoin de décrire quel était ce manque. Chaque livre est une galaxie mentale. Chaque livre est une manière de penser et d'agir pour, au sein de chaque culture, pour créer et entretenir des liens. Ça veut dire que chaque livre a un squelette qu'on suit et qui va nous permettre de comprendre quels sont les repères dans chaque culture, quels sont les repères qui font que les personnes sont reliées entre elles, se sentent entre elles. Et c'est une manière de comprendre l'autre, parce que nous avons tous une vision du monde différente, nous avons tous une approche du monde différente, et il faut aller à l'écoute de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il dit. Il faut sortir des chiffres dans le COP21. Quand on dit qu'il y a 10 000 personnes qui meurent aujourd'hui de faim, en fait, ce n'est pas exactement 10 000, c'est 9 000 quelque chose, on reste tous un peu indifférents, mais il suffit de se mettre, c'est la compassion, c'est aller à l'autre, c'est dans le cœur et dans l'âme. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que c'est l'agonie de 10 000 personnes aujourd'hui qui sont en train de mourir de faim? Eh bien, c'est à ça qu'on est en train de se tourner. On se tourne vers une autre manière d'être, une autre manière de comprendre le monde. D'accord. Et donc, ces livres nous aident à aller vers ces autres mondes. Justement, sur l'organisation, peut-être parler un peu de l'organisation, parce que je vois en fait, vous avez une phrase un peu de sagesse qui est illustrée en fait par une image. Ces livres, ils sont faits justement selon un squelette qui est un sommaire qui donne la manière, quel est l'idéal pour un parent qui voudrait éduquer ses enfants, quel est l'idéal dans une culture, à quoi on tend. Et dans notre culture occidentale, on a cru très longtemps qu'on avait la connaissance universelle, mais pas du tout. On verra par exemple que dans le livre pour l'Afrique, l'idéal, ce que recherche en Afrique, ça va être se relier à sa famille, aux ancêtres et aux esprits pour se relier. Et l'idéal va être de créer des liens. Pour le monde de l'Inde, dans la sagesse indienne, c'est se relier au monde cosmique et à l'univers. Quand on retrouve espoir, et c'est très intéressant de se poser la question, que nous ont apporté les sagesses de l'Occident? Eh bien, les sagesses de l'Occident, c'est
quand on dit espoir, ça ne veut pas dire que l'Occident est l'espoir. Ça veut dire que l'Occident, c'est toujours transporté vers ce qui va devenir. On cherche d'autres horizons déjà. Quand on est allé découvrir, entre guillemets, l'Amérique, ou quand on va vers la Lune, c'est une quête d'une autre chose. C'est pour ça que nous avons la science et c'est pour ça que nous voulons aller vers l'autre. Mais c'est une particularité propre qui se voyait déjà dans les Lumières. Dans le livre Éveil, par exemple, eh bien, à travers les préceptes de Confucius ou à travers la voie du Tao ou les pas de Bouddha, on va réfléchir sur comment vivre l'instant présent. Et quand on se retrouve sur Révélation, par exemple, l'Amérique latine, c'est l'incarnation de la sagesse par les sens. Les sens, c'est l'ouverture et c'est par les sens que l'on va pouvoir communiquer avec les autres. Et l'Amérique latine l'a développé terriblement bien. D'accord. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, pour ce message. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Peut-être, Stéphane, peut-être vous avez un dernier mot d'une minute sur la vision un peu ou sur... Alors, la vision, là, je pense que les thèmes qui ont été abordés il y a quelques secondes nous montrent qu'on est au cœur de l'agenda de la COP21. Parce que dès lors qu'on va parler d'agriculture durable, d'agriculture familiale, dès lors qu'on va parler d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, dès lors qu'on va parler de vulnérabilité, de résilience, dès lors qu'on va parler d'adaptation, donc tous ces sujets-là sont bien évidemment au cœur du débat, ou même dès lors qu'on parlera d'équité, puisque c'est aussi un sujet historique dans le cadre de la Convention climat, qui donne lieu à des grands débats sur comment le financer, comment prendre en compte cette équité, ce principe de responsabilité partagée mais différenciée aujourd'hui, là, ici en 2015. Donc tous ces sujets-là, on voit bien qu'on n'est pas simplement en train d'essayer de raconter une histoire humaine, on est en train de raconter une histoire de nos quotidiens et de nos quotidiens ici et ailleurs. Donc ce projet, en tous les cas pour nous deux, autant Sagesse de l'Humanité que l'association Énergie 2050, pour nous c'est un projet extrêmement concret. On ne veut pas simplement faire un lien pour nous rappeler des principes universels, quand même ce serait essentiel et nécessaire, mais néanmoins on veut aussi ramener les gens dans un quotidien. Et c'est pour ça que les expositions, les écrits, les conférences vont s'inscrire aussi très concrètement dans les problèmes quotidiens des gens, dans ces questions par exemple d'habitat, dans ces questions d'énergie, dans ces questions de l'eau, de l'agriculture. Parce qu'on veut simplement rappeler à chacun d'entre nous, puisqu'on est avant tous des citoyens, que finalement, tous ces sujets-là, c'est aussi nos sagesses collectives et c'est bien évidemment notre patrimoine aujourd'hui, mais aussi demain, qu'on doit construire et dont on ne doit pas oublier les règles fondamentales de bienveillance vis-à-vis de la planète dont on parlait, parce que cette petite boule bleue et verte, très clairement, on n'en a qu'une. On n'en a pas deux, évidemment. Et le but du jeu, c'est qu'ensemble, d'une manière le plus solidaire possible, on puisse arriver à bon port avec le maximum de bienveillance possible. Ouais. Un message résolument positif et optimiste. Écoutez, je vous remercie, Daniel. Je suis désolé, on n'a plus le temps. J'aimerais juste dire que l'énergie et le partage, l'échange et le partage sont l'énergie nécessaire au fonctionnement du monde. Tout à fait. Voilà, on clôturera là-dessus. Je pense que c'est parfait. Merci à vous deux. Merci. Et bon courage.